parce que nos institutions ne nous donnent aucun droit en dehors de celui de choisir nos maîtres. Et que ces maîtres ne sont pas choisis par nous, ils sont choisis par ceux qui les font élire, qui sont les plus riches. Il faut que vous alliez jusqu'au bout. Tant qu'on ne fait que l'analyse des conséquences, c'est très important de faire l'analyse des conséquences, mais ça ne suffit pas. Si on se base sur les conséquences, il y en a un qui se base sur les malversations financières, il y en a un autre qui se base sur les désastres écologiques, il y en a un autre qui se bat contre la corruption des élus, il y en a un autre qui se bat contre l'injustice dans l'entreprise et le droit féodal qui règne dans l'entreprise. Chacun se base sur des conséquences. Nous sommes tous là des militants à nous bagarrer sur des choses très importantes, mais qui ne sont que des conséquences, et nous sommes incapables de nous réunir sur la racine commune de notre impuissance, qui tombe pas du tout du ciel, qui n'est pas une fatalité. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution, alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Tout se joue dans la Constitution, et tout le monde s'en fout. Maintenant, c'est bien notre faute, je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut changer de constitution. C'est plus que ça ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut une assemblée constituante. C'est plus que ça ce que je dis, parce que les constituantes, on en a partout. Et puis, à chaque fois, il y a l'impuissance des gens qui est programmée. Donc, c'est pas la cause des causes, c'est pas qu'il faut changer la constitution. C'est pas ça. Ce qu'il faut qu'on change, c'est qui écrit la constitution. Il faut faire attention à la qualité du processus constituant, c'est-à-dire qui écrit les règles. Tant que nous laisserons écrire la Constitution par des parlementaires, des ministres, des juges ou des hommes de parti qui sont financés par les plus riches, qui doivent tout leur pouvoir aux plus riches, qui doivent leur élection et leur réélection aux plus riches, qui sont donc complètement débiteurs des plus riches, qui sont asservis eux-mêmes aux plus riches. Même s'ils sont gentils, ils ne peuvent pas faire autrement. Obama, ça a l'air d'être un chic type, il ne peut pas faire autrement. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, Obama, formidable, élire Obama, génial, tout le monde y a cru. Et la première chose le premier bonhomme qu'il désigne, c'est Geithner, c'est-à-dire le responsable de la catastrophe. Enfin, la catastrophe entre guillemets, c'est pas une catastrophe, tout se passe comme prévu. Pour Geithner, c'est pas une catastrophe. La crise, entre guillemets crise, c'est la source d'un enrichissement phénoménal, inédit dans l'histoire des hommes. Donc, si vous voulez, le fait qu'Obama ait été élu par ces gens-là, et que malgré toute la confiance qu'on lui porte, il ne peut pas faire autrement que servir servilement, je sais que c'est un pléonasme, servir, non mais il y a quelque chose de plus dans servilement, hein, d'obéir servilement à une petite poignée de gens dont l'intérêt est radicalement contraire à l'intérêt général, ça devrait nous conduire, nous tous, parce qu'on est tous américains, mais on est tous grecs, ce qui nous attend. Et la grecque n'est même pas arrivée au bout du truc, hein. Mais nous sommes tous grecs, ne croyez pas qu'on est à l'abri. Alors qui exactement devrait écrire la Constitution européenne, sachant qu'elle est supranationale? Ma solution, elle est communale, nationale, continentale, mondiale. C'est la même. À mon avis, une démocratie, ça part de la base. C'est-à-dire que plus le niveau d'agrégation politique est large, plus nous sommes loin des acteurs politiques, plus c'est difficile de les contrôler, plus nous sommes exposés aux abus de pouvoir et aux injustices. Donc il est donc très important, sur le modèle de la fédération de communes de Proudhon, il est très important que la démocratie, comme en Suisse, hein, soit au niveau communal, cantonal, tout petit, et que l'agrégation des humains pour faire société se fasse sur le modèle de la fédération, mais en partant du bas, pas avec une fédération impériale qui est comme celle de l'Union européenne, qui est imposée par le haut, par les banquiers. Ça, c'est la négation de la fédération. C'est une fédération, ça devrait partir par là. Mais elle existe, alors comment faire concrètement aujourd'hui par rapport à la... Pour moi, les institutions européennes, elles ont été voulues par des banquiers et des multinationales, elles ont été voulues, financées, soutenues par nos pires ennemis. Pour moi, c'est indémerdable. Je ne vois pas d'autre solution. Il faut les abolir. Que d'en sortir. Il faut revenir en arrière. Il faut sortir de là. D'abord, c'est un piège politique dont il faut sortir. Et après en être sorti, reconstruire un monde qui soit démocratique, c'est-à-dire en partant de la base. Mais donc, qui est capable d'instituer une constitution démocratique? Sûrement pas les hommes au pouvoir. Les hommes au pouvoir ont un intérêt personnel, vital, à ce que nous ne vivions pas en démocratie, à ce que nous vivions en cette fausse démocratie avec ce faux suffrage universel dans lequel nous... C'est pas, le vrai suffrage universel, c'est quand nous votons nos lois, c'est pas quand nous votons pour nos maîtres. Donc, appeler suffrage universel la désignation de nos maîtres, c'est une escroquerie politique. Le vrai suffrage universel, c'est nous sommes à Genève, il y a une assemblée à Genève, il y a un grand théâtre, et ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas, mais viennent pas. Mais ceux qui veulent venir viennent et participent à l'élaboration et au vote des lois directement. C'est ça le suffrage universel. Appeler suffrage universel la désignation de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place, c'est du foutage de gueule. Et c'est incroyable que nous marchions
Ce qui est fou, enfin, je comprends que les paysans de 1789 aient marché. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, on sortait de l'Ancien Régime, ils étaient déjà bien contents qu'on leur propose de voter pour leurs impôts, je comprends qu'ils y aient cru. Mais aujourd'hui, on va tous à l'école. Je veux dire, on a tous appris à lire et écrire, on sait tous ce que démocratie veut dire. On voit bien le hiatus, mais c'est le fossé qu'il y a entre la réalité et le blabla mensonger quotidien des élus et des journalistes et de toute cette clique d'oligarques. On le voit bien. Et pourtant, nous continuons, parce qu'on a appris, moi j'ai appris ça à l'école, depuis que je suis petit, on m'a appris élection égale démocratie. Répète. Démocratie égale élection. Répète. Élection égale démocratie. Démocratie égale élection. Il faut faire un effort intellectuel, mais il faut lire. Alors j'ai amené 50 bouquins, je ne les ai pas, il faut que je les sorte, mais il faut 50 ou plus, hein, il faut que je vous montre les livres que vous devriez lire. Alors, nous allons accéder à la connaissance. Moi, j'ai trois questions après au professeur, mais après on lance le débat. Oui. Alors, Étienne Chouard a des photocopies, il m'avait déjà prévenu, hein, mais je ne vous ai rien dit, j'adore les surprises. Et puis, justement, des bouquins à montrer. Et ensuite, on passera aux questions du public, hein, Étienne. Alors, moi, oui, monsieur. Oui, alors la Banque nationale suisse est tout à fait dans la même situation que les autres banques nationales. Sauf que, c'est-à-dire que la dette de la Confédération suisse est cotée sur les marchés internationaux. Mais comme la Suisse est très faiblement endettée, c'est vraiment un des pays occidentaux de loin les moins endettés, à 40% de son produit intérieur brut, la dette sur les marchés internationaux se traite à des niveaux très stables. Le taux d'intérêt que la Confédération paye est extrêmement bas. Donc ça veut quand même dire qu'à la base, un pays qui n'est pas endetté n'a pas ces problèmes-là. Ce qui fait que le franc suisse est une monnaie très forte qui se traite sur les marchés comme l'or. Elle a évolué face au dollar exactement comme l'or. Et donc, malgré les risques que ce mécanisme de création monétaire pose pour tous les pays occidentaux, la Suisse y échappe à cause de sa excellente tenue budgétaire et de son frein à l'endettement. Et quand est-ce qu'on a abandonné la création monétaire au marché en Suisse? Qui sait? Ah, je ne sais pas ça. Ah, alors ça, je ne connais pas la date. Mais je pense que tout était dans la même époque, non? Les citoyens suisses devraient le savoir. Hein. C'est absolument majeur de comprendre ça, parce que quand vous aurez compris ça, vous aurez compris ce qu'il faut changer. C'est vrai. Donc il y a eu aussi une époque où la Confédération pouvait emprunter directement auprès de la BNS, certainement. Et puis après, elle a pu emprunter uniquement que sur le marché des capitaux. Mais comme, oui, chez nous, ça n'a pas posé de problème, on ne s'est pas posé la question. Mais c'est vrai, il faut qu'on se documente là-dessus, il faut qu'on retrouve cette date clé dans l'histoire et quel président a décidé de ça. Parce que, mais tout s'est fait un peu à la même période, je pense. C'était la période où on a découvert le miracle du capitalisme et comment, tel un entrepreneur qui, pour son entreprise, peut lever des capitaux sur les marchés financiers, le gouvernement aussi peut lever des capitaux sur le marché financier. C'était la grande découverte, on a fait ça. C'était la révolution capitaliste, on avait beaucoup d'étoiles dans les yeux. Oui. Juste une petite précision pour la qualité du débat. Je vous propose qu'on fasse circuler ce micro, ce qui veut dire que les intervenants vont répondre, vont se partager, c'est une question de partage, hein, ce micro qui est posé sur la table, puis que vous indiquiez bien, je vous vois un peu mal, hein, mais agitez la main pour qu'on établisse un ordre. Hein, d'accord? Merci. Je m'inscris dans la question. Oui, en fait, j'ai une question sur... je crois que la Suisse n'a plus le droit d'emprunter à la BNS quand on est rentré dans l'FMI. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. En fait, il y a trois... Pour la Banque suisse, la Banque nationale suisse, il y a trois... C'est séparé en trois. Il y a les cantons, le côté fédéral, et un troisième groupe d'actionnaires qui est assez obscur. J'aimerais savoir si vous savez qui c'est. Et j'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire plus aussi sur la BIS, ou BSI, Banque de règlements internationaux, qui tient cette banque. Et il me semble que c'est aussi des agents rothschildiens qui sont derrière. J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, parce que voilà, ça m'intéresse. Moi, je ne connais pas le mécanisme suisse. Hein. Je ne connais pas le mécanisme bancaire suisse.
Alors, ceux qui détiennent la dette gouvernementale suisse, effectivement, les cantons et les communes, c'est aussi les caisses de pension helvétiques et les investisseurs institutionnels et privés internationaux. C'est vrai que beaucoup d'entre eux sont listés dans des paradis fiscaux comme les Bahamas, etc., mais ça reste des privés qui les détiennent dans leur trust ou dans leur fonds de placement. Donc, vous pouvez mettre canton, commune, et puis l'autre, c'est la catégorie investisseurs internationaux, privés et institutionnels, tels que les caisses de pension. Quel était votre deuxième? Oui, la Banque des règlements internationaux est régie par c'est la fédération en fait des banques centrales. Donc toutes les banques centrales siègent à la Banque des règlements internationaux. Et ce que vous dites sur le côté rothschildien n'est pas faux, puisque les banques centrales elles-mêmes, à commencer par la Banque centrale américaine, ce n'est pas une vraie banque étatique, c'est, comme tout le monde le sait, et on ne le dit pas assez, une banque privée derrière laquelle se trouve un conglomérat de banques américaines privées. Mais alors, sachant qu'ils ont cette puissance en fait à détenir toutes les banques centrales, pratiquement la Banque d'Angleterre aussi, imaginons que la BIS est au-dessus de tout ça, c'est une des banques les plus puissantes du monde qui est à Bâle, oui, c'est vrai. Et elle est dans toutes les magouilles. Et bien sûr. C'est extrêmement difficile de trouver des informations sur cette banque en fait. C'est même, enfin j'ai cherché un peu, j'ai pratiquement rien trouvé. Et je pense que il se cache bien. Contrairement à la Banque mondiale et au FMI, ce n'est pas une institution de Bretton Woods, c'est vraiment une congrégation de banquiers centraux qui décident entre eux finalement du sort du monde, puisqu'ils décident des taux d'intérêt, des liquidités, des capitaux que les banques doivent avoir dans leur bilan. Et effectivement, c'est extrêmement puissant. Et sachant que cette alliance de banquiers centraux est aussi largement faite sous la coupe des gouvernements. Enfin, banquiers centraux et gouvernements, au jour d'aujourd'hui, sont extrêmement liés, ce qui ne devrait jamais être le cas, parce qu'à la base, les banquiers centraux devraient toujours être indépendants des États, des gouvernements et des administrations en place. Mais ce n'est plus le cas. À mon avis, on devrait pas se disperser à détailler les manigances opaques des maîtres banquiers. Je pense que le fait d'avoir laissé la maîtrise de la monnaie à des acteurs privés est une folie, que ça vient d'un abandon politique au plus haut niveau, au niveau constitutionnel, que ça s'est fait par le jeu de corruption élémentaire, plus trivial. Je veux dire, c'est simplement par corruption que les gens les plus riches ont réussi à prendre le contrôle non seulement donc de la puissance économique, mais de la puissance politique. Mais il y a une alternative, c'est-à-dire qu'on ferait mieux, plutôt que de continuer à jouer avec des gens qui trichent, on ferait mieux de réfléchir à la règle du prochain jeu qu'on va décider de jouer ensemble. D'ailleurs, on va avoir du mal avec les immensément riches parce qu'ils vont se mettre en travers, ils vont nous voir venir, évidemment. Mais, et donc on pourra probablement pas s'émanciper avec les mêmes monnaies, avec les mêmes signes monétaires qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à inventer et imposer, parce que c'est très facile de faire une monnaie, hein. C'est vraiment pas compliqué. Une monnaie, il suffit de nous faire confiance. Ça marche sur la confiance, et c'est vraiment pas compliqué. Si nous faisons société et que nous avons envie de le faire, n'importe quelle commune peut créer sa monnaie, ça marche tout de suite. Mais on va avoir un problème avec ceux qui ont déjà beaucoup d'argent, et il faudrait faire comme une transfusion sanguine intégrale, où nous décidions aujourd'hui que la monnaie d'hier ne compte plus pour rien, et donc tous ces tas d'or-là qui fabriquaient, ils ne valent plus rien, et maintenant c'est une nouvelle monnaie qui est, peu importe le nom qu'on lui donne, et on échange franc pour franc, on échange dollar pour dollar, l'ancienne et la nouvelle, simplement on surveille, et on n'échange pas le gars qui viendrait avec 10 milliards, on ne lui échangera pas, quoi, hein. Et donc il faudra sûrement passer par cette transfusion pour s'émanciper des ultra-riches, parce qu'il y a déjà un effet d'accumulation qui les rend extraordinairement corrupteurs. Il faut se rendre compte qu'ils sont capables de corrompre n'importe qui. Et donc l'idée que je vous propose, sachant qu'on a contre nous des gens qui ont tout l'argent du monde, tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs culturels. Je veux dire, si on essaye de faire un rapport de force, c'est cuit, quoi, on est mort. Donc il faut être plus mal. À mon avis, ce que j'ai à vous proposer, c'est plus malin. C'est quelque chose de malin, un peu comme un virus. Un truc qui est astucieux, un virus bienfaisant, le virus de la démocratie,
Mais de la démocratie bien compris, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sorti de l'escroquerie, il faut quand même arriver à sortir, c'est un préalable, il faut avoir compris que le mot démocratie utilisé aujourd'hui pour les régimes actuels, c'est une escroquerie. Si on continue à appeler démocratie les régimes actuels, on n'en sort pas. On est comme dans une glu intellectuelle qui nous empêche de penser même l'alternative. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. Les Athéniens, pendant 200 ans, se sont protégés des riches, ce sont les pauvres qui ont dirigé pendant 200 ans, grâce au tirage au sort. Et pendant les 200 ans, alors il faut lire, j'allais vous dire ça tout à l'heure, il faut lire Bernard Manin, alors c'est un titre qui n'est pas sexy, hein. Si vous le voyez sans que je vous en ai parlé, vous allez voir ça dans une bibliothèque, vous ne l'achetez pas. Vous dites ça, je le lirai peut-être demain, mais pas tout de suite. Ça s'appelle Principe du gouvernement représentatif. Donc c'est pas folichon comme titre. Pourtant, vous allez voir, dès les premiers mots, c'est même pas les premières lignes, les premiers mots, c'est tout de suite sexy. Tout de suite, vous comprenez qu'on vous parle de choses très importantes. Parce que dans ce bouquin, Bernard Manin, Principe du gouvernement représentatif, dans ce bouquin, c'est un prof de fac que j'ai rencontré, d'ailleurs, très très gentil, sympa, pétillant. Et ce gars-là comprenait pas pourquoi on parlait plus du tirage au sort. Jusqu'à 1789, tout le monde parlait du tirage. Tout le monde savait que la démocratie c'était le tirage au sort et que l'élection c'était aristocratique. Jusqu'à 1789, tous les penseurs politiques, Aristote, Montesquieu, Rousseau, tous ils savaient tous que la démocratie c'était le tirage au sort. Et puis, bizarrement, depuis que c'est les élus qui ont mis en place le gouvernement représentatif, on n'en parle plus. On n'apprend plus ça à l'école. Et Bernard Manin s'est demandé, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, Bernard Manin s'est demandé comment ça se fait qu'on ne parle plus du tirage au sort. Et il s'est mis en tête de faire un bilan comparé, avantages-inconvénients, de l'élection du tirage au sort. Mais pour des gens comme nous, qui n'avons jamais entendu parler même du tirage au sort, mais c'est un plaidoyer pour le tirage au sort, parce que les arguments de protection, de protection contre la corruption, de protection contre les injustices, de protection contre l'oligarchie, les arguments, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous dis, vous allez adorer. Ce livre-là, il va vous changer. Et puis, alors lui, il va vous en faire lire d'autres, parce qu'il y a une biblio qui est passionnante. Il y a un autre bouquin qui a été écrit par un gars qui s'appelle Hansen, qui est un Danois, et qui s'appelle La démocratie athénienne à l'époque de Démosthène. Donc c'était 5e siècle et 4e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie, donc c'est 200 ans. Et Hansen, qui a passé sa vie à travailler, donc c'est un des meilleurs connaisseurs du monde de la démocratie, et lui, il aime ce régime, ça se sent. C'est-à-dire qu'il nous le décrit en train de vivre, et on sent bien que c'est... Dans son esprit, il ne faut pas mettre ça près de moi, je vais le renverser. C'est transposable. C'est transposable. Alors évidemment, on prend pas tout, on ne fait pas de la démocratie athénienne un modèle. Évidemment, ils étaient esclavagistes, les femmes étaient à l'écart, les étrangers n'avaient aucun droit politique. Évidemment, on va pas faire de la démocratie athénienne un modèle. Donc, il y a des tas de choses qu'on ne va pas prendre dans la démocratie athénienne. Mais par contre, dans la démocratie athénienne, pendant 200 ans, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, pendant 200 ans, pas une seule fois les riches n'ont gouverné. Pas une seule fois. Toujours, 100%, c'est toujours les pauvres qui ont gouverné. Comment ? Les pauvres. Et c'était pas le chaos, c'était pas le bordel, c'était pas le chaos, c'était pas le désordre, ils n'ont pas volé les riches. Non, ils volaient pas les riches. C'était les pauvres qui gouvernaient, ils volaient pas les riches. Attends, mais comment ça marchait ? Si vous voulez, ce simple fait, 200 ans de gouvernement des pauvres, avec une société prospère, stable politiquement, une activité politique généralisée comme jamais l'humanité n'a connue. Moi, ça me dit, dans ma tête, je me dis, ça vaut le coup de creuser le truc. Je sais bien que mes élus me disent « Mais monsieur Chouard, vous êtes en train de décrire un régime esclavagiste. Est-ce que vous ne seriez pas, monsieur Chouard, esclavagiste ?» Non, je ne suis pas esclavagiste. Alors vous êtes peut-être machiste parce que vous savez qu'il mettait les femmes à l'écart. Oui, je sais ça, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le petit corps des citoyens de l'époque, et toutes les cités de l'époque étaient esclavagistes et toutes traitaient mal les femmes. Ce n'était pas spécifique à la démocratie. C'est ça. Ils veulent tout mélanger parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle du tirage au sort. Évidemment, ça les foutrait au chômage. Il faut comprendre qu'ils sont... si vous voulez, je respecte les élus parce que je sais bien qu'il y en a qui sont formidables là-dedans. Pas tous, mais il y en a qui sont formidables et qui sont dévoués. OK. N'empêche que je ne confonds pas leur intérêt avec l'intérêt général. Et si je m'aperçois que le régime qui consiste à les désigner eux, et finalement désigner pratiquement systématiquement des gens qui sont serviles aux banques, je réfléchis à un autre système. Et quand je m'aperçois que le tirage au sort a permis à la démocratie athénienne de garantir... Non, les tirés au sort, ce n'est pas eux qui écrivaient les lois.
Ouais, les tirés au sort, c'est pas ceux qui écrivaient les lois. Les tirés au sort, c'est ceux qui étaient les policiers, qui étaient les juges, qui préparaient les lois, parce que quand on est 6000 à l'Assemblée, on n'écrit pas les lois, on dit oui ou non, mais on les écrit pas. Donc ils avaient un conseil des 500 qui préparait les lois. 500 tirés au sort, qui préparaient les lois. Les tirés au sort faisaient ce que l'Assemblée ne pouvait pas faire, mais le tiré au sort protégeait les citoyens, ce n'étaient pas les électeurs, c'était des citoyens, c'était des gens qui votaient leurs lois. Et le tirage au sort protégeait les citoyens contre les voleurs de pouvoir. C'est-à-dire que ça leur garantissait que jamais leur serviteur ne deviendrait leur maître. Ça garantissait que les serviteurs allaient rester leurs serviteurs. Le tirage au sort, ça permettait d'affaiblir les pouvoirs. Le peu de pouvoir que les Athéniens déléguaient, ils les déléguaient par tirage au sort ayant le contrôleur. Bon, vous verrez dans d'autres conférences, il faudra aller regarder sur Internet pour trouver les conférences où je détaille ça, mais ils avaient mis en place des tas d'institutions de contrôle des tirés au sort. Les tirés au sort, c'était une charge, c'était pas un fromage comme ce que vivent nos élus. Alors je crois qu'en Suisse, vous faites attention à ce que ce soit pas un fromage, hein, parce que je crois qu'ils gagnent 600 € par mois et ils sont obligés d'avoir un métier. Donc vraiment, le régime suisse se rapproche de la démocratie par plein de points très, très importants. Bon, il faut que je m'arrête un peu pour... C'est une question. Alors. C'est qui a le micro? Non, c'est moi qui ai le micro, oui. Donc vous avez évoqué énormément de problèmes constitutionnels, économiques, financiers, monétaires. J'essayerai d'être cursif donc, en m'arrêtant aux questions monétaires et financières. Donc d'abord vous, monsieur, vous avez même proposé que la Banque centrale recouvre une souveraineté perdue. N'est-ce pas? Ce système, nous l'avons déjà éprouvé par le passé, nous le connaissons. Et c'est l'un des économistes, vous savez, qui a proposé ça et qui a fait ça de par le passé, c'est le docteur Chart. Le docteur Chart, grand ami de Keynes, qui était grand admirateur de Keynes, c'est un ministre militaire, ça. A fait ça, c'est très simple, vous fermez les frontières, hein, vous instituez une échelle de salaire arbitraire, vous instaurez un contrôle total sur les transferts de biens, de capitaux et de personnes, et vous avez ce système. Je doute qu'aujourd'hui, il y ait le moindre, je ne parle pas d'élus, mais même citoyens, puisqu'on parle beaucoup de citoyenneté dans cette Assemblée, qui veuillent revenir à cela. Premier point. Deuxième point, j'aborderai la thèse de Madame. Alors la thèse de Madame, je pense que votre thèse est... dangereuse. Elle est dangereuse non seulement parce qu'elle est fausse, une thèse peut-être fausse mais pas dangereuse. Or là, elle est dangereuse parce qu'elle laisse entendre, non pas subrepticement mais explicitement, qu'il y a un complot. Ce complot, je l'ai entendu maintes fois, c'est le complot des 5 hedge funds qui ont mis la main sur la Grèce et qui poursuivent leur campagne agressive à l'égard d'autres démocraties qui sont totalement désemparées face à leurs attaques. C'est documenté. Si j'ai bien compris la thèse, n'est-ce pas? Absolument, et ce n'est pas un complot. Ah, alors j'apprécie la concession. Ça ne s'appelle pas un complot. J'apprécie cette concession. Attention à l'usage des mots. Non mais, néanmoins... Ça n'a pas besoin d'être un complot. Néanmoins... Oui, allez-y. Néanmoins, il faut ne pas confondre l'effet et la cause. Si les États n'avaient pas eu recours à la dette pour financer leur consommation, pour financer les transferts de pouvoir d'achat qui se sont faits au moyen de déficits budgétaires eux-mêmes financés par la dette, les États n'en seraient pas là aujourd'hui. Supprimer la dette, vous supprimez le pouvoir des marchés financiers. Donc, faisons attention à l'ordre des choses. Garde-nous de ne pas confondre les priorités. C'est tout ce que je voulais dire par la thèse dangereuse. Il va falloir expliquer une partie de ma démonstration. Je crois que ce n'était pas assez clair. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. D'accord. C'est tout à fait légitime. Je vais déjà répondre à monsieur. Oui, oui, on peut avoir un débat avec monsieur s'il veut relancer. Oui, non, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas besoin de dire que c'est un complot pour dire que les spéculateurs aiment faire de l'argent et qu'ils font des stratégies concertées pour rendre leurs attaques spéculatives plus efficaces. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Wall Street Journal. Alors, peut-être vous avez une idée de qui est le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal a enquêté extensivement à ce sujet. Deuxièmement,
La théorie très sarkozienne de dire qu'il ne faudrait pas du tout avoir de dette parce que c'est ça le péché d'origine d'un État, elle est fausse parce que moi je dis qu'à dette égale, comprenez, j'ai été assez claire là-dessus, à dette égale, différents pays ne sont pas du tout traités de la même façon sur les marchés financiers. Les marchés financiers choisissent leur cible en fonction de qu'est-ce qui est le plus vulnérable, qu'est-ce qui est le plus commode, qu'est-ce qui est le plus attaquable. Mais d'autres qui sont beaucoup plus endettés encore ne subissent pas du tout ça. Au contraire, la dette des États-Unis étant la plus énorme de toutes, c'est celle qui se finance le meilleur marché. Comment vous expliquez ça? Non, il faut réfléchir en termes de chiffres, de faits, et pas du tout de complot, ni de... Voilà. Pour ma part... Oui, alors monsieur... Ah oui, vous répondez si vous voulez. Ouais. Brièvement. Il faut qu'on fasse vite, quoi. Si on veut faire le ping-pong, il faut qu'on se force à être rapide. Mais c'est agréable hein, oui, quand on arrive à discuter. donc deux choses. La dette, effectivement, les marchés, il y a eu une démarche concertée, c'est certain. Néanmoins, comment pouvez-vous savoir, vous avez évoqué Soros, vous avez évoqué les positions de Soros, que Soros était short l'euro, spéculait à la vente l'euro. Je veux dire, comment pouvez-vous induire de tels faits? Comment pouvez-vous savoir, connaître les positions de Soros? Mais puisqu'il publiait dans le journal tous les jours. Alors, c'est écrit dans les journaux financiers. Non, j'ai lu comme vous. Soros est partisan de votre politique à l'égard de la Banque européenne. Il a fait une... Non, mais j'interpelle les deux là. Soros a proposé il y a une semaine justement que la banque intervienne, que la BCE intervienne massivement en achetant justement de la dette. Elle est exactement dans ce type de contradictoire, monsieur, ça il a proposé de monétiser ça monétiser la dette, dévalue l'euro et va dans le sens exact recherché par Soros. Quant à ses positions vendeuses sur l'euro, c'est de notoriété publique, c'est sur les journaux financiers, les blogs, c'est connu. Et c'est vieux comme le monde, la manipulation des marchés par les spéculateurs, renseignez-vous, ça date. Depuis que la spéculation existe, même sur les tulipes, on lançait des rumeurs pour gagner à la baisse. Étienne d'abord, après j'aimerais bien passer la parole. Il y a trois questions en attente. Il faut répondre à la comparaison avec Chartres. J'ai deux choses qui me viennent à l'esprit sur votre remarque par rapport à Chartres. C'est-à-dire que vous réduisez la proposition qui consiste à, comme avant 73, pouvoir emprunter auprès de sa banque centrale, c'est-à-dire sans charge d'intérêt, le financement des investissements publics qui dépassent le montant des impôts. Vous dites... il y a un précédent et c'est sous Hitler, mais je ne sais pas pourquoi vous remontez à Hitler, ça doit être pour disqualifier l'idée, je pense, parce que Hitler a mauvaise presse, j'imagine que c'est ça, parce que avant 73, donc pendant les 30 Glorieuses, qui est quand même ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, qui est quand même une période plus reluisante et moins condamnable que celle à laquelle vous faites vous allusion, mais pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire une période de prospérité générale, on a eu un État qui ne s'endettait pas, parce que quand il empruntait auprès de sa banque centrale, c'était sans charge d'intérêt. Et deuxièmement, on n'avait pas de chômage. Et on avait un peu d'inflation, pas beaucoup, on avait 5-6% en moyenne sur la période, et une indexation des salaires sur les prix. Donc en plus, les 5 ou 6% d'inflation, ils étaient indolores pour les salariés, pour les entrepreneurs. Pour ceux qui travaillaient, n'avaient rien à craindre de l'inflation grâce à l'indexation. Voilà la recette, mais qui n'est pas une recette magique, qui est une recette, simplement, il faut avoir une volonté politique. Il faut simplement que les gens qui sont au pouvoir soient au service du bien commun pour mener cette politique. Le problème, c'est que quand les riches arrivent à mettre au pouvoir, donc les riches, les rentiers, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont sur un tas d'or et qui vivent juste de ce tas d'or, quand ces gens-là sont arrivés à circonvenir les acteurs politiques et leur faire mener une politique de rentier, c'est-à-dire une politique anti-inflation et donc une politique chômagène, parce que quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage. Notre problème, il est politique parce que les riches sont les plus riches. Je ne parle pas, on est tous le riche de quelqu'un, je sais bien, mais il me semble que ce que vous disqualifiez comme étant comparable à une politique nazie, puisque c'était ça la politique de Chartres, pourrait plus avantageusement être comparé à la période qui est juste immédiatement précédente, qui est la période des 30 Glorieuses, et à ce moment-là, ce serait quand même moins condamnable. Je ne sais pas pourquoi vous avez comparé ça à Chartres. Juste un mot sur Chartres.
cette politique de Chartkey, effectivement, c'est la même, c'est une politique de création monétaire publique. Et pour que l'argent ne foute pas le camp à l'étranger, il faut relativement fermer les frontières pour que ça marche. Et c'est pas absurde. Hein. Le fait que ça se soit passé sous les nazis ne fait pas de ça une absurdité. Hein. Mais je vous fais remarquer que cette politique-là, elle est venue, alors c'est multifactoriel, hein, c'est pas la seule cause, mais ils sont venus à bout du chômage totalement. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à travailler grâce à ça. Donc il faut quand même se souvenir de ça. Alors, vous pouvez disqualifier le truc en disant c'était sous Hitler, c'était nazi. Moi, il me semble que c'est dissociable. Non, c'est irrelevant. Que les citoyens eux-mêmes n'acceptent pas ça, moi, je ne vois pas pourquoi vous prenez ça comme acquis, qu'aujourd'hui, tout le monde accepte la globalisation et ses effets tels qu'ils sont. Parce que moi, ma réponse, elle est très courte. C'est tout à fait légitime de votre part de vous dire, mais comment on peut concevoir de nouveau fermeture des frontières, contrôle des capitaux, fermeture des marchés des capitaux? On a vécu là-dedans. On ne peut même pas concevoir qu'il n'y ait plus de marché des capitaux. Mais quand il y a une dérive telle du système financier qui profite à si peu de gens, je trouve que la réflexion est tout à fait légitime, et même Attali et d'autres penseurs américains y réfléchissent aujourd'hui à voir de quelle gouvernance on veut, quel type de système financier, quel type de système monétaire. Le FMI veut réformer aussi le système monétaire sous l'impulsion des pays comme la Chine et la Russie. Non, il y a vraiment une dérive qui permet de se dire oui, il faut peut-être revenir en arrière, fermer les frontières en attendant que de refaire un système où on a moins de danger pour les pays, on ne les met pas en faillite. Non, il y a un moyen de ne pas fermer les frontières. Étienne, s'il te plaît. J'ai 3 questions, peut-être une 4e. J'aimerais bien que la question soit posée. Okay. Alors, comment ça marche? Attendez le cycle de ces 4 questions. Après, je regarde le public. Vous levez la main pour un nouveau cycle, mais pas avant celle-ci, s'il vous plaît. Merci. On a jusqu'à minuit, normalement. Oui, alors je vais faire bref. Hein. En tout cas, tout d'abord, je voulais remercier Mirette, Étienne et Fabio pour les avoir réunis, parce que moi, j'ai vraiment savouré cet exercice intellectuel pour vraiment expliquer ce qui se passe, comment on en est arrivé là, et des pistes de solutions. Alors, j'ai tout enregistré, je réécouterai. Et c'est intéressant parce que moi, je m'intéresse à la finance et à la démocratie. Donc, c'est la première fois que je vois à une même table des personnes qui relient en fait la démocratie et la finance. Moi, je vois un lien extrêmement clair aussi. Hein. Et quand on voit que les marchés financiers sont paniqués par les référendums en Grèce, par exemple, enfin, on voit tout de suite que la démocratie, ça fait très très peur aux marchés financiers. Enfin, bon, voilà. Donc, et moi, ce que je voulais te dire, c'est que je voulais, par rapport, j'avais pas pensé à cette histoire de tirage au sort, en fait. C'est vrai que c'est intéressant. Je vais me replonger à la Grèce antique. C'est marrant comme la boucle se boucle, hein, comme ça part de la Grèce, la crise actuelle, et puis en fait tout était parti de là. On va peut-être réinventer la démocratie grâce à la Grèce, pour la deuxième, la version 2.0. Et justement, moi je voulais donner un exemple, c'est que j'ai eu une information il y a un an, un exemple de l'Islande, peut-être vous avez entendu parler. L'Islande qui a fait un référendum pour, à l'époque, en 2008 ou 2009, ils ont refusé de renflouer les banques, eux, par référendum. Et à la suite de ça, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il y a un groupe de citoyens qui ont dit bah, nous, on va réécrire la Constitution. Un groupe de citoyens a été réuni. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, il faudrait investiguer. Mais j'ai eu la confirmation il y a 2 mois à Genève, à une conférence, une économiste islandaise qui a confirmé qu'effectivement la Constitution a été réécrite, mais elle n'a pas encore été validée. Elle est encore dans les. Le système actuel n'a pas encore accepté, mais à suivre de près, justement. Mais ça serait intéressant d'alimenter cette réflexion. Comment est-ce qu'on pourrait réinventer la démocratie? Il y a peut-être différentes pistes en cours. Et enfin, moi, ça m'intéresse. Il faudra faire un week-end là-dessus, en fait. Voilà. Merci. En Islande, ils ont élu leur assemblée constituante, malheureusement. Alors, c'est intermédiaire. En Tunisie, ils l'ont élu et ils ont perdu. À mon avis, ils vont en Tunisie, ils vont voir instituer leur impuissance comme d'habitude, comme tout le monde. En Islande, ce sera peut-être un petit peu particulier parce que leur élection d'assemblée constituante était libre. C'est-à-dire que, et donc ça met un biais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% d'hommes politiques là-dedans, des professionnels de la politique. Ils pouvaient élire qui ils voulaient. Le fait est que l'élection conduit à la désignation de notables et que les notables, souvent, ce n'est pas des révolutionnaires, ce n'est pas des gens, ils ne vont pas tout changer, quoi. Donc, je pense qu'on sera malheureusement largement déçus. Enfin, j'espère que non, mais le système n'est pas... C'est pas ça dont je vous parlais. Hein. Je vous parlais de tirage au sort, vraiment de l'Assemblée constituante, vraiment de tirage au sort. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit n'importe qui écrive la Constitution. Mais il faudrait que je vous parle des expériences qui ont eu lieu. Alors, il y a quand même eu un tirage au sort en Islande. Mais vous voyez comme sont les politiciens professionnels. Ce sont des politiciens professionnels qui ont lancé ce processus en Islande. Et ils ont prévu une assemblée tirée au sort. Mais ce n'est pas l'assemblée tirée au sort qui a écrit la Constitution. C'est l'assemblée tirée au sort qui a dit les grandes lignes de ce qu'il voulait.
Et après ça, c'est l'Assemblée élue qui a écrit les règles normalement, mais sans qu'il y ait de contraintes réelles, en respectant le cahier des charges, la feuille de route écrite par l'Assemblée tirée au sort. Non, ce qu'il faudrait que vous découvriez, c'est l'expérience extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce qu'elle montre que ce que je vous dis est possible. Alors ça, pour moi, c'est inespéré d'avoir trouvé que ça existait, c'est génial. En Colombie-Britannique, donc à Vancouver, l'ouest du Canada, après une période de corruption éhontée, catastrophe politique, un homme politique est conduire et jure que s'il se fait réélire, il fera tirer au sort une assemblée constituante parce qu'il y en a marre que ce soit les pourris qui écrivent la Constitution. Le gars qui émerge et qui promet et qui fait. Il se fait réélire et il fait désigner une assemblée constituante, donc des citoyens qui n'ont jamais même pensé à la Constitution. Des gens, ils ne savaient même pas que ça existait quasiment. Et qui se font tirer au sort, qui peuvent refuser s'ils veulent, donc la plupart acceptent, et puis qui sont terrorisés, qui expliquent aux journalistes, il faut lire les comptes rendus, quoi, qui expliquent la peur les premiers jours, parce qu'ils se disent mais comment je vais faire, j'y connais rien, et puis c'est vachement important, parce qu'ils savent que ça va changer vraiment les choses, et qui finalement s'arrêtent de regarder la télé, s'arrêtent de regarder le foot, s'arrêtent de parler de bêtises, se mettent à penser aux choses sérieuses, et progressent finalement à toute vitesse, parce que l'homme ne demande qu'à ça, l'être humain est un animal politique, on le sait depuis Aristote. Et finalement, ces humains-là se mettent à devenir comprendre, parce qu'on comprend très vite ce dont il est question dans une constitution, on comprend très vite qu'il faut la séparation des pouvoirs, il faut que les pouvoirs soient séparés pour les affaiblir, il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'ils soient révocables, il faut respecter l'initiative citoyenne, il faut que les juges soient indépendants, il faut des mandats courts et non renouvelables, ça tient sur deux mains, les principes. Et donc en fait les gens comprennent très vite, et finalement, alors, malheureusement ils n'avaient pas à écrire vraiment une constitution, juste à réécrire le code électoral. Mais le code électoral... On va prendre une question, je m'excuse. Ouais. Le code électoral, c'est très technique, et ça a été possible. C'est-à-dire que des gens dont ce n'est pas le métier peuvent très bien écrire une constitution. Il ne faut pas que vous soyez complexé en vous disant « j'y arriverai jamais ». Quand vous vous dites « non, mais une constitution, il est fou, non, mais attends, je ne sais même pas ce que c'est, puis je n'ai pas le temps ». Et puis j'ai du travail. Alors j'ai une question. J'ose de vous interrompre par rapport à la Suisse. Oui, je suis vraiment pas convaincue par votre argumentation. Si vous dites que la Suisse s'approche à la démocratie, entre guillemets, comme vous dites, il faut quand même voir que le peuple suisse, comme on appelle ça, ils ont accepté l'interdiction des minarets, qui est contre les droits fondamentaux des hommes. Donc le peuple n'est pas capable de respecter les droits humains. De l'autre part, le peuple, le citoyen, la base, a rejeté une taxe sur la fortune en Suisse qu'on n'a toujours pas. Et ils ont refusé. Oui, ils ont refusé. Donc moi, en fait, dans votre réflexion, il me manque vraiment une grande partie sur, d'une part, la compétence des citoyens. Donc, si votre système de tirage au sort, qui est abordé par d'autres et qui se rapproche pour moi aussi d'anciennes idées de la démocratie, pour moi, il manque vraiment ce bout de la compétence des citoyens. Et c'est basé sur un présupposé grec où les gens, une certaine petite minorité, avaient quand même une éducation, ils avaient les connaissances, l'accès aux connaissances et une certaine expertise qu'on devrait quand même avoir pour être compétent, à mon avis, comme citoyen. Et deuxième élément qui me manque dans la réflexion, c'est comment les citoyens, donc si c'est les citoyens, monsieur et madame tout le monde, arrivent à produire du bien commun. Ça veut dire réfléchir au-delà de son propre intérêt. Ce qu'on voit très bien en Suisse, qu'on n'arrive pas à travers le vote. Les gens, ils réfléchissent par rapport à leur propre intérêt. Les impôts sur la fortune étaient refusés parce que tout le monde imaginait de faire un jour la fortune et mon Dieu, on sera imposé. Voilà. C'est vrai. Et donc moi, je me demande... Les Suisses ont supprimé le droit des pauvres aussi. Oui, il y en a d'autres. Ouais. Mais attendez, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Vous préférez le gouvernement de Goldman Sachs ? Je veux dire, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Vous avez raison, ça ne va pas être parfait et le peuple ne sera probablement pas capable de prendre les meilleures décisions. Et en même temps, c'est tout à fait légitime. Vous pouvez très bien penser le peuple est incompétent et incapable de décider, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas démocrate et c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être démocrate, on peut très bien être aristocrate. Il y a une version de l'aristocratie, une définition honnête de l'aristocratie qui consiste à dire on va essayer de choisir vraiment les meilleurs et de les tenir en contrôle permanent, de façon à ce qu'ils restent les meilleurs et jamais héréditaires évidemment.
Et ce serait un système qui serait probablement, je pense, effectivement meilleur que la démocratie, un système de véritable aristocratie, en sachant, en mettant en place des institutions qui trouvent les meilleurs, soumettent les meilleurs à examen permanent, punissent les meilleurs quand ils se mettent à plus être les meilleurs et à trahir l'intérêt général. Donc, mais là, on ne parle pas de démocratie, on parle d'aristocratie, de vraie aristocratie. Je vous suis tout à fait. Mais en même temps, je vais vous contredire par des, gentiment évidemment, par des expériences contraires. C'est-à-dire que sur le sujet par exemple de la peine de mort, qui est un chiffon rouge qu'on nous agite régulièrement en disant si vous laissez le pouvoir au peuple, il va rétablir la peine de mort. Moi-même, je suis contre la peine de mort, mais si vous voulez, quand on est, si on est vraiment démocrate, c'est-à-dire si on se dit, on va décider ensemble des choses, il faut être prêt à ce que de temps en temps, la décision ne va pas être celle que vous auriez prise vous. Sinon, si vous n'acceptez la démocratie que dans un régime qui va prendre les mêmes décisions que vous, bon, vous êtes peut-être quelqu'un très bien, mais vous n'êtes pas démocrate. Et puis c'est pas un drame. Je veux dire, si aujourd'hui il décide pour la peine de mort, et puis dans 6 mois, ou dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, il change d'avis parce qu'il y a eu une campagne et qu'on a réussi à les convaincre, eh ben on aura changé d'avis. Mais si vous voulez, la peine de mort, pour moi, elle est appliquée tous les jours dans l'entreprise en ce moment. C'est-à-dire que, et puis à bien plus grande échelle que l'enjeu, parce que là on nous balance un chiffon rouge pour 2-3 morts. Mais si, mais les morts dans l'entreprise, le travail tue. Le travail tue parce que la logique de profit amène à maltraiter les salariés à chaque fois que c'est possible. Enfin, il faut parler à Philoche de ça. Oui, d'accord. Étienne, j'aimerais dire par rapport à cette fameuse démocratie directe, j'aimerais dire qu'à mon avis, c'est une excellente solution qui est, moi, c'est vrai, la seule, voilà, malgré justement les réserves de Madame, qui est tout, justement, je dirais qu'il faut 3 choses qu'il faut ajouter. D'abord, les questions sont infiniment plus complexes aujourd'hui qu'à l'époque des Grecs ou à n'importe quelle époque. Si je pense uniquement à l'évasion fiscale et au mécanisme du blanchiment d'argent et de la contrebande de drogue et des dérivés spéculatifs, c'est des sujets extrêmement hermétiques et techniques. Et aujourd'hui, la plus grande barrière à la démocratie, c'est la complexité. C'est complexe parce que ça les arrange, c'est eux qui oui, justement, c'est une barrière volontaire, je dirais. Je suis témoin pour avoir fait mes premiers pas dans la banque, à la bourse, et avoir vu l'hermétisme derrière toutes les notions de la finance et de la bourse, parce que c'est pas accessible à tout un chacun et qu'il y a d'énormes salaires et d'énormes enjeux à la clé. Donc, la complexité... C'est toi qui écrivais les règles, ce serait plus simple. Voilà, alors, justement, mais ce qu'il faut, c'est pour que ceux qui écrivent ces règles, qui viendraient du peuple de la base, doivent être d'abord informés. Il faut d'abord être informés aujourd'hui, parce que c'est, voilà, à cause de cette complexité. Deuxième chose, la Suisse, elle a une démocratie très proche de ce modèle très idéal que tu décris, Étienne, mais elle est sujette à des blocs politiques en dehors d'elle, auxquels elle est, malgré elle, à 99% compatible. Par exemple, la Suisse est aujourd'hui à 98% compatible avec les normes de l'Union européenne, malgré qu'elle a sa propre démocratie, sa propre souveraineté en main. Quand elle a été attaquée au sujet des histoires de secrets bancaires par les États-Unis, le droit américain a prévalu sur le droit suisse. Elle a donné comme ça tous les noms des clients de l'UBS, elle a donné tout, elle a laissé son droit suisse être piétiné parce qu'elle ne pouvait pas face à une autre puissance. Donc, ça, c'est pour dire que la deuxième chose, à part l'information, c'est que il faudrait un système de ce type qui doit être global. Parce qu'on ne peut pas avoir à côté de nous des espèces de grandes dictatures ou des grandes puissances, disons, extrêmement autoritaires, qui nous dominent, parce que même nous, avec notre démocratie directe sur le territoire suisse, on ne fera pas grand-chose. Mais il faut que ça soit, malheureusement, on ne peut pas, parce qu'on est pénétré par les courants qui traversent la planète. On peut pas. La Suisse n'a pas, je suis témoin, je peux te donner le résultat ici, la Suisse n'a pas pu se protéger de ce qui se passe en dehors d'elle. Elle est à 98% euro-compatible. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Alors qu'on est ici en majorité anti-adhésionniste. Donc, oui, on n'a pas pu faire autrement. On a eu des pressions. Il y a des pressions qui s'exercent. Ça, c'est depuis l'époque du Paléolithique. Il y a des pressions territoriales qui s'exercent. Moi, je suis la pression externe qui s'exerce sur vous. Le voilà, je l'incarne. D'accord. La liste de questions s'allonge. D'accord, très bien. Voici la première. Il faudrait que je réponde sur la complexité quand même, parce que c'est vraiment... moi, j'ai juste pour réagir à ce que disait mademoiselle tout à l'heure, quand même, parce que la question des minarets, c'est quand même une question importante. Je pense que, par exemple, au contraire de déjouer peut-être ce que peut dire Étienne, ça le conforte dans la mesure où l'UDC est quand même clairement et ouvertement un des partis qui est le plus financé par des entreprises... Ok.
Voilà, enfin c'est quand même un parti qui gagne régulièrement avec énormément d'argent et il y a des intérêts financiers en jeu. Donc voilà. Ma question, elle était à Mirette et c'est pour revenir vraiment au tout début de la conférence, une question hyper technique et hyper simple parce que je suis pas financière et je comprends rien à la finance. Le préavis de départ, c'était qu'il y a des gens qui se font énormément d'argent quand un État est en faillite, par exemple. Structurellement, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Donc si c'était possible d'avoir un éclaircissement sur ce point. C'est parce qu'il n'est jamais en faillite, l'État. Alors, en fait, la dette de cet État est cotée sur le marché des marchés financiers. Et donc, il y a une technique financière qui consiste à parier sur la baisse d'un titre. Et le titre de la dette de ce pays, on va donc accumuler des positions qui parient sur un prix beaucoup plus bas à l'avenir de cette dette. Voilà. Pendant que d'autres parient à la hausse. Bien sûr, il y a toujours d'autres acteurs du marché et les contreparties qui, eux, parient sur la hausse. Mais nous, on est vendeurs de cette dette. Donc nous, comme investisseurs qui est vendeurs de cette dette, on a tout intérêt à ce qu'elle s'écroule et puis que son risque augmente et qu'elle soit défaillante, disons. Quand elle est défaillante et que son taux d'intérêt augmente, ça va faire que les investisseurs vont la vendre et on va rentrer dans un cercle vicieux où la dette va se détériorer avec la montée de son taux d'intérêt. Donc le parieur, il est simplement positionné sur la chute de cet actif. Voilà. Et quand le taux a monté Et quand le taux a monté Parce que lui, il parie. Voilà, lui, il parie sur un prix beaucoup plus bas dans le futur. Donc, si tu veux, il va emprunter. Bon, c'est très technique. Il va emprunter de l'argent. Il va acheter un actif à un prix futur qui est très bas. Et quand ce prix va se réaliser, il va empocher la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée. Donc c'est une logique complètement inverse à l'investisseur qui achète et attend que ça monte. Voilà. Il gagne la différence entre le prix d'avant-chute et d'après-chute. Étienne. Et il faut comprendre que les États sont déclarés en faillite, mais ils ne peuvent pas être en faillite. Un État, ça ne peut pas être en faillite. C'est en faillite quand c'est déclaré en faillite par ses représentants qui sont des... Mais non, mais les investisseurs peuvent le faire parce que les gouvernements sont à leur service. Mais un gouvernement pourrait très bien dire « Allez vous faire voir ». J'ai fait attention. Hein. Un gouvernement qui ne serait pas à leur service pourrait très bien dire « Allez vous faire voir, je crée la monnaie dont j'ai besoin, j'arrête de vous emprunter. » Oui, mais c'est le marché qui est le créancier de cet État. Donc il ne peut pas lui dire « Allez vous faire voir » alors que le marché peut décider de vendre toute la dette et qu'elle s'écroule. Et là, il est de facto en faillite. C'est une faillite. Ce que je veux dire, c'est que si le marché est capable d'imposer son taux en disant « Moi, je vous prête que... » à ce taux, à 20%, ce qui va me goinfrer, moi, marché. Il faut se rendre compte que c'est là qu'il gagne de l'argent. Quand je déclare l'État en faillite, en ayant vendu tous ces titres de dette massivement, tellement massivement que je fais dégringoler le marché, parce que je suis Goldman Sachs, j'ai tellement vendu de titres que je fais dégringoler le titre, et je fais monter son taux d'intérêt, je me fais monter son taux d'intérêt, c'est moi qui touche l'intérêt, je me goinfre avec un intérêt non nécessaire. Mais tout ça... Alors en plus on gagne... Voilà, mais la spéculation à la baisse, c'est encore... Il n'y a même pas besoin de ça pour se goinfrer. Simplement, parce que les taux ont monté, on se goinfre. Mais ça n'est possible que parce que moi, État, j'ai été condamné par mes dirigeants qui se prétendent représentants de l'intérêt général, mais qui défendent en fait l'intérêt des banques. Ces gens, ces faux dirigeants, ces faux représentants m'ont condamné, moi, État, à ne pas pouvoir créer l'argent dont j'ai besoin et à aller l'emprunter. C'est pour ça que je paye 20%, moi, Grèce. C'est parce qu'il y a des félons... Pour sortir effectivement de cette spirale de la spéculation, je n'ai pas entendu parler de solutions comme la taxe sur les transactions qui pourrait effectivement freiner de manière considérable les spéculations. Et donc cette taxe, moi j'ai trouvé une solution émise par un certain Simon Thorpe, qui est un chercheur au CNRS, qui lui est parti d'un principe très simple en se disant, à partir de maintenant, si on taxe 1% sur tout... Oui, voilà. On taxe 1% sur toutes les transactions telles qu'elles soient, c'est-à-dire je vais acheter un pain, je vais payer 1%, je vais avoir mon salaire, je vais payer 1%. Et puis ça permettrait de sortir comment dirais-je, des sommes considérables pour les pouvoirs publics. Ça permettrait de supprimer l'impôt sur le revenu, la TVA, qui sont des ignominies, qui sont quelque part des inventions absolument inégales et qui provoquent en fait des inégalités qu'on connaît aujourd'hui. Donc
J'aimerais bien avoir votre avis là, sur ce point-là. Bon, en suivant un peu les discussions du dernier G20 sur la taxation des transactions financières que la France avait proposé, c'était vraiment assez pathétique parce que je me souviens encore de cette interview finale avec Obama et Sarkozy à l'issue du G20 où Sarkozy, président du G20, a donné tous les honneurs à l'Amérique en disant l'amitié franco-américaine, au moins avec M. Obama, c'est quelqu'un avec qui on peut parler. Il y a d'autres présidents avec qui on ne pouvait pas parler, mais lui, c'est un chic type, c'est un gars avec qui on peut parler. Et donc, on a parlé avec lui de la taxation des transactions financières. Et là, je sens, ça y est, je le vois là, à l'expression de son visage, je sens qu'il est sur le point d'accepter, de me dire oui. Puis on voyait Obama se décomposer comme ça et puis dire oui, je vais voir ce que je peux faire. Mais vraiment, j'interprète un peu l'interview qui est passée sur France 2. Hein, mais c'est vraiment, je vous garantis, c'était ça. Hein, Obama qui disait, je vais voir ce que je peux faire parce que moi, j'aime bien mon ami Sarkozy, mais vraiment, je ne peux rien garantir. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la taxe Tobin ou toutes les autres propositions, le slam, tu disais Étienne, ou toute forme de taxation des transactions financières dépend entièrement de la décision de Londres et de Washington qui refusent à ce jour, leur position officielle est de refuser absolument d'entrer en matière. Et donc, cette taxe n'a aucune chance, depuis que même Chirac l'avait ramenée au goût du jour, cette taxe n'a aucune chance de passer tant que les deux principaux pays qui ont les marchés financiers de loin les plus actifs et qui sont à l'origine de toutes les transactions n'acceptent pas eux aussi de les mettre en place. Moi, je dirais simplement que les causes n'ayant pas changé, elles produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que ce qui fait que nous sommes la proie des marchés financiers, que l'argent public par milliers de milliards ne sert que les banquiers, alors que quelques centaines de milliards, mais même pas, quelques dizaines de milliards suffiraient à relancer notre économie, l'économie réelle des gens qui travaillent. Cette politique antisociale qu'on retrouve dans tous les pays du monde, elle est liée au fait que l'élection met les élus au service de ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire des plus riches et, in fine, après 200 ans d'évolution, les banques. Donc, vous me parlez de taxe Tobin, on peut détailler les différentes mesures qu'il faudrait prendre, mais vous pouvez toujours en parler, vous allez blablater tant que vous n'avez pas réglé le problème de l'élection, tant que vous avez des traîtres. Pas des traîtres à l'intérêt général. Ils ne sont pas traîtres aux banques, ils sont fidèles aux banques, mais ils sont traîtres à l'intérêt général, ils sont traîtres à ceux qui... Je rajoute juste, prenez le cas de l'Angleterre. Il est tout à fait impressionnant. L'Angleterre, c'est la City de Londres. Je ne me souviens plus de quelle était la part de la City de Londres, la City financière au PIB anglais, mais je crois que ça avait atteint vraiment la moitié de l'économie anglaise avant l'éclatement de la bulle de 2008. Depuis, l'Angleterre a plongé dans une terrible récession, quasi faillite, austérité, etc. Mais vraiment, la City de Londres, c'était l'Angleterre. Donc, quand la City de Londres disait qu'il était hors de question pour eux de taxer les transactions, parce que ça allait évidemment rendre leurs transactions beaucoup moins lucratives, ben, la discussion s'arrêtait là. Et voilà où on en est aujourd'hui. Même chose aux États-Unis. Est-ce qu'on peut donner la... Aucune chance, en fait. Il y a une question. Bonjour. Alors, déjà, je voulais dire que... Par rapport juste à la taxe Tobin, c'est bizarre de demander 1% en fait au marché alors que c'est le diable. Enfin, moi je pense qu'on ne traite pas avec le diable. Mais sinon voilà, moi ce que je voulais dire c'est que je suis acquis à la cause de Étienne Chouard par rapport au tirage au sort. Je rejoins les analyses de Mirette par rapport au fait qu'on fonce dans le mur, ainsi que Olivier Delamarche, Jovanovic et compagnie. Et ce que je voulais demander, c'est nous en tant que petits épargnants, petits travailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours pour essayer de se protéger, au-delà de devenir un virus, le virus d'Étienne, pour répandre ces idées-là, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que, enfin, moi personnellement, je pense que ça arrive très 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 vite. Alors voilà, acheter de l'or, de l'argent peut-être, du terrain agricole, je sais pas, se mettre en réseau de gens, monter des AMAP. Enfin, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous voyez justement aussi ce crash qui arrive très vite? En fait, en gros, vous dites dans quoi, comment on peut se réfugier pour ne pas être les victimes du crack final qui pourrait arriver avec... Bon, d'abord, par rapport à votre remarque sur le fait de taxer les transactions alors que c'est le diable, moi je trouve que l'idée, à la base, elle est saine. C'est de se dire, on veut décourager au maximum la spéculation, donc si on taxe, ça va freiner, et puis nous, on va prélever quelque chose sur cet énorme flux d'argent qui circule et auquel le commun des mortels n'a absolument pas accès parce que ça circule bien au-delà de nos têtes. Donc, taxer ça, ce serait le minimum pour permettre à ça d'exister. Mais c'est presque une mesure trop douce parce qu'en fait, ça maintiendrait la spéculation au rythme où elle est actuellement. Maintenant, comment se réfugier? Moi, j'ai pensé que le mouvement des indignés pouvait vraiment créer une sorte
prise de conscience. Ça semble être un mouvement relativement bien informé par rapport à ce qu'on pourrait penser, qui a en tout cas la bonne intuition par rapport aux abus qui se passent dans la haute finance. Mais ma question c'est, mais comment s'indigner dans la rue, comment ça peut avoir du poids face aux gens qui s'indignent en sortant leur carnet de chèques dans les allées des parlements et des congrès de tous ces gens au pouvoir, je veux dire. Alors il faut, première chose, il faut que l'indignation soit beaucoup plus forte. Vous regardez ici au Bastion, moi je ne suis pas allée m'indigner au Bastion, donc je ne fais pas la maline, mais je dis que les 2 ou 3 larrons qui sont là, ce n'est pas eux qui vont faire une différence, sachant même que la place de Genève est une place financière très active, avec beaucoup de négociants de matières premières, avec beaucoup d'argent circule là. On est peu indigné. Donc c'est pour ça que j'ai dit on est peu informé. Donc première chose, c'est s'informer. Ensuite, être beaucoup plus activiste au niveau de l'indignation que ce qu'on a maintenant dans une petite ville comme Genève. Après, pour ne pas tomber dans... Quand par exemple Étienne dit maintenant il faut créer d'autres monnaies, des monnaies alternatives, ça veut dire qu'il ne faut pas travailler dans les multinationales parce que celles-là, elles vous paieront toujours en dollars et en euros. Vous ne pourrez pas aller imposer là un autre système monétaire. Vous devriez sortir du système des multinationales, aller dans des entreprises locales qui utilisent effectivement des monnaies locales. Je pense qu'il y a le VIR, par exemple, qui est une monnaie suisse locale, qui ne travaille que pour des entrepreneurs qui sont dans le capital productif, dans l'économie réelle, qui font vraiment quelque chose. Vous utilisez une monnaie locale, vous travaillez dans des boîtes locales, vous vous exposez le moins possible aux multinationales, aux monnaies de ces 2 blocs en faillite. Voilà ce que je vois pour l'instant. Oui, avoir de côté des pièces d'or et d'argent, parce que, par exemple, il y a des États aux États-Unis, la Virginie et le Utah, qui ont institué par leur constitution locale l'utilisation de l'or comme monnaie alternative au dollar, parce qu'eux sont sûrs que le dollar n'a plus de chance. Donc eux, maintenant dans le Utah, vous pouvez aller au supermarché, payer des pièces d'or. Et il y a une dizaine d'autres États qui vont bientôt suivre aux États-Unis, tellement ils n'ont plus confiance dans leur monnaie. J'ai encore une question, c'est la dernière dans mon petit carnet d'adresses. Si vous avez, on peut dire qu'on s'en accorde à la limite encore 1 ou 2 après celle-ci. Donc annoncez-vous si vous voulez. Oui. J'en profite juste pour vous dire qu'à partir de 18h30, de l'autre côté de la cour, il y a du chili con carne pour les chercheurs d'or et de la soupe pour les pauvres. Voilà. Donc dépêchez-vous de poser la question. Alors Boris, court, hein, et puis question. Hein. Ah, Boris, il faudra faire court cette fois. Épatez-nous. Épatez-nous. Les gens me lanceront des tomates très rapidement, donc je serai obligé d'écourter. Mais si on me demande d'avance de cesser de penser parce qu'il faut avoir des pensées courtes, je n'y arriverai pas. Synthèse, esprit de synthèse. J'aimerais juste dire... Dieu a mis 7 jours à synthétiser le monde. Je suis arrivé il y a 1 demi-heure, donc je me garderai bien de poser des questions aux 2 orateurs. Mais j'aimerais répondre, puisque j'étais déjà là, à la question qui a été posée sur comment on peut gagner de l'argent sur la faillite des autres. La réponse est extrêmement claire. Et c'est pour ça qu'il y a de la finance, il y en aura toujours. La finance est le seul domaine où on puisse gagner sa vie en voyant juste. Dans tous les autres métiers, si vous êtes politicien, vous gagnez votre vie en suivant les erreurs des autres. Si vous êtes médecin, vous gagnez votre vie parce que les gens sont malades. Si vous êtes avocat, vous gagnez votre vie parce que vous avez des clients riches, etc. Si vous êtes consultant, vous gagnez votre vie parce que vous confondez les moutons et les chiens. Il y a une vieille plaisanterie là-dessus. Le seul métier qui rétribue celui qui voit juste l'avenir, c'est la spéculation. C'est la spéculation. Non, ensuite, on peut céder avec la manipulation. C'est la spéculation. Et celui qui veut créer une société parfaite. Alors, admettons, on supprime toutes les dettes, tout l'argent, toutes les richesses. Ne criez pas, ne criez pas. Oui. Admettons qu'on veuille créer cette société parfaite. Alors, on va donner à chacun un coupon, le même pour tout le monde. Et évidemment, ce coupon, il ne devra pas représenter que du papier. Qu'est-ce qu'il représentera? Il représentera un 7 milliardième de la valeur de la Terre. Et alors, il va falloir calculer la valeur de la Terre et calculer ce que valent les mines et ce que valent les terres agricoles et ce que vaut le fait d'habiter au sud ou au nord au soleil. Et ce sera le système le plus spéculatif de l'histoire de l'humanité. Donc, les révolutionnaires anti-argent sont les plus grands spéculateurs et d'ailleurs la spéculation est la seule activité intellectuelle productive de l'histoire de l'humanité. Vous faites, parce que Boris, vous explique, Boris aime faire de la provocation à toutes les conférences et maintenant il a une nouvelle manie, il défend bec et ongle la spéculation, bravo. Mais vous avez oublié un aspect essentiel, Boris, c'est que la spéculation c'est pas du tout celui qui voit juste. D'abord, il voit un outcome, une issue qu'il souhaite lui, d'accord? Alors, il parie dessus. Ensuite, il la provoque
en semant des rumeurs, en manipulant le marché. Et oui, il manipule pour arriver à l'objectif et il y arrive. Je propose qu'on aille de l'avant. Vous êtes très brave. Est-ce que les intervenants... À bientôt. À bientôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais et je vous dès que souhaite Boris de a pris le spéculer. micro, d'ailleurs, c'est un ami et Je vous souhaite de bien spéculer en 2012. Franchement, voilà, franchement, il a un intellect, une capacité d'analyse qui est formidable. Si vous voulez des cours sur mais la cela dit, spéculation, devant lui, il n'y a plus personne. Hein. Vous avez remarqué? Non, c'est pas ça la spéculation, malheureusement. Alors, c'est pas le chili con carne qui les a attirés, mais je crois que... Voilà. Alors, reprenons la marge de discussion. Est-ce que... vous pouvez juste... On a juste une dernière question, après, Fabio, je vais clore le débat. Merci beaucoup. Je ne suis pas du tout spécialiste en économie, donc je ne vais pas pouvoir avoir de grandes théories. Il y a juste plusieurs choses dont on n'a pas parlé. Le jeune homme qui a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quand même assez troublant de constater actuellement la capacité que nous avons, nous les petites fourmis, on va dire qu'on est des fourmis pour faire simple, hein. Nous pouvons revenir à une notion du village mondial. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'outils nous permettant de divulguer, de transmettre une information et de se recouper autour. Qu'est-ce qu'on en fait? Du moonwalk à la Michael Jackson. On arrive à travers Facebook à dire à 200, 300 personnes, bien, c'est super, on va faire du Michael Jackson, on va faire les imbéciles, tout ça, bon, c'est drôle, super. Il y a juste une chose qui est intéressante. Quand les compagnies pétrolières ont été accusées de génocide dans certains lieux géographiques où il y avait donc des gisements intéressants, donc on sait clairement que tous les grands groupes ont assassiné, ont fait déplacer, il y a eu un mouvement qui s'est créé sur le net. Une journée, tel jour, on va dire aujourd'hui, vous n'allez pas, personne en Suisse ne va chez Esso acheter de l'essence. Faites ça un jour. Le lendemain, chez Esso, il y en a 3 qui sont virés et c'est la catastrophe. Mettez ça sur le plan, allez, européen, etc. Nous avons un pouvoir. Et la première fois dans notre existence, nous avons la capacité, il ne faut pas oublier qu'Internet, à la base, ça a été fait par quelques étudiants, repris par l'armée, et ça les a dépassés. C'est le seul outil actuellement, entre autres, qu'on peut utiliser sans réel contrôle. Ça a aussi ses effets secondaires. Ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant, on est suffisamment malin pour ne pas faire que du moonwalk, et puis de dire, tiens, Procter & Gamble, qui sont affiliés à machin, j'ai pas envie d'acheter aujourd'hui les Pampers tel modèle. Pour rire, on rigole. Aujourd'hui, on décide que tant de personnes, vous allez voir le bordel que ça fout. Nous avons les moyens. Point 1. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayons juste ça, pour rire. Oui, c'est vrai qu'au lieu de faire des flash mobs grâce à Facebook, utilisons ce pouvoir pour faire beaucoup plus souvent des réunions. On n'achète pas pendant un jour. Nous sommes des consommateurs. C'est-à-dire qu'à la base, tout ce pognon, il vient bien de quelque part. Je veux dire, c'est nous. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais ça rapporte des sommes hallucinantes. On en a besoin. Moi, c'est la chose la plus intéressante et la plus utile que j'ai pu avoir. Mais nous avons un pouvoir de consommateur. Et maintenant que nous avons la possibilité de nous réunifier par des simples emails, Facebook, tout ça, on a les outils qui nous ont été donnés par ceux-là même qui étudient nos habitudes de consommation, mais nous pouvons très bien les utiliser contre eux. On est devenus tellement bêtes, tellement incultes, tellement passionnés par les écrans plats et tous ces conneries. On est addict à ces choses. C'est pas une question que j'ai. En fait, c'est... On n'en a pas beaucoup parlé ici. Parce que ce que vous voulez dire, vous, monsieur, en fait, c'est simplement renversons la pyramide. Mais c'est potentiellement possible d'une certaine façon. Simplement, on n'utilise pas les outils qu'on a mis à notre disposition bien malgré nous. Donc voilà. Donc c'est pour répondre à la question du jeune homme, qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons un jour, on se distribue un mail et puis on se le balance comme ces conneries qui vont vous porter chance. On n'achète pas aujourd'hui les biscottes, machin. L'ultime pouvoir, notre pouvoir de consommateur. C'est tout à fait juste, vous avez raison. C'est vrai. Excusez-moi, je vais faire rabat-joie, mais j'ai l'impression que c'est... décider de ne pas acheter de biscottes, c'est dérisoire, quoi, hein. En plus, c'est très difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne, je ne crois pas qu'il y ait de campagne qui ait fonctionné, c'est une idée qu'on a depuis longtemps, hein, de se servir du pouvoir de consommateur. On arrive à avoir quelquefois des petites victoires, mais éphémères, en fait. Les révolutions arabes se sont passées comme ça, Étienne. Mais les révolutions arabes, elles vont déboucher sur une dictature, tu verras, ça va continuer. Mais oui, voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il me semble que nous devrions nous concentrer, au lieu de nous battre sur des conséquences et sur des miettes comme la consommation, enfin, refuser de consommer comme moyen de résister politiquement, mais qu'elle recule. C'est les 3 quarts du PIB de ce pays. Mais oui, mais enfin, c'est comme si tu dis gouverner un bateau en te penchant à gauche et à droite. Prends le gouvernail plutôt.
dois d'abord démanteler l'existant. Oui, mais à mon avis, il faut arriver à reprendre enfin, en prenant les problèmes à la racine, on est à la fois plus efficace et on se donne plus de chances de réussir. C'est-à-dire que, en fait, comme toutes ces injustices sociales ont une racine commune qui est notre impuissance à faire valoir la justice, on va régler plein de problèmes d'un coup en prenant le problème à la racine au lieu de s'en prendre aux branches. Enfin, moi, il me semble que... D'autres questions? Il n'y a plus de questions, je pense. D'autres questions ou remarques? Ah, un candidat. Sur ce qu'on peut faire, moi, il y a un an, en fait, avec un groupe sur Internet, on avait lancé le Bankrun 2010. Je ne sais pas si Étienne Chouard s'en souvient. Voilà, aussi, on s'était dit que voilà, c'était un moyen de taper au cœur vraiment du problème. Si tout le monde retirait son argent des banques, le placer chez soi éventuellement, à l'instant, peut-être qu'effectivement, on pourrait faire tomber le système. Je ne sais pas tout, mais avec quel résultat? Je l'ai fait, hein, mais ouais. Je l'ai fait. Mais alors effectivement, les gens n'ont peut-être pas eu... Rien. Ouais, effectivement, et si ça avait marché, si on avait mis le système à genoux, moi je l'ai fait parce que symboliquement c'est fort, ça veut dire qu'on est nombreux à prendre conscience d'un truc. Ouais. Mais imaginez que ça ait marché. Attends, si le système financier tombe à genoux, on retourne à l'état de nature. Et on s'entretue dans la semaine. Attends, on a absolument besoin de nos moyens de paiement. On a besoin de notre système de paiement. Et le mettre à genoux, enfin, à mon avis, c'est tuer le malade parce qu'il a le cancer. Mais attendez, oui, on va peut-être essayer. Enfin, vous comprenez il ne faut pas qu'on y laisse notre peau à la solution. Le bankrun, c'est la cata derrière. Moi, je pense juste, en tout cas, les derniers arrivés au bankrun, ils vont s'asseoir sur leurs économies. Enfin, non, mais après, ça, bien sûr, c'est-à-dire le système, chaque fois, crée des cracks de plus en plus grands depuis 99, depuis la bulle Internet. On a eu des cracks de plus en plus importants. C'est le système lui-même, Étienne, qui va causer un crack majeur que nous-mêmes, pauvres citoyens impuissants, n'auront pas pu ni prévenir ni provoquer. D'ailleurs, c'est lui, c'est eux, c'est la spéculation, etc., dans son amplitude, qui va provoquer un crack majeur. Et cette fois, les gouvernements n'ont pas un rond pour sauver le système. En 2003, c'est la guerre en Irak qui a provoqué une euphorie boursière. On a tout de suite vu sur la courbe des indices boursiers. En 2008, c'est les plans bazooka que tous les gouvernements ont déployés en se mettant en faillite pour sauver le système qui a provoqué le rebond. Ce coup-ci, là, 2012-2014, le prochain crack qui est déjà programmé, on n'a rien, on n'a plus de munitions. Donc effectivement, le système, il va s'amener à bout lui-même avant même qu'on ait eu le temps de faire les réformes qu'Étienne a la profondeur, voilà, de l'imagination de voir, de concevoir. Et à ce moment-là, les moyens de paiement, non, on ne les aura pas. Mais moi, ça ne me contrarie pas parce que le système doit se nettoyer. Et moi, j'ai tous les jours des discussions avec des banquiers, des patrons de banque, des spéculateurs, même des gérants de fonds, tout ce que vous voulez. Il y en a qui sont d'accord que le système doit se nettoyer. Parce que même dans la communauté des financiers et des ultralibéraux, des riches, de tout ce que vous voulez, c'est une minorité en ce moment qui gagne de l'argent. Même les autres, ils les maudissent parce qu'ils n'arrivent plus à faire de l'argent dans ce système puisqu'il est vraiment en décomposition. Donc voilà, à l'intérieur, c'est les gangs, voilà. Et il n'y a que quelques spéculateurs hyper sophistiqués qui gagnent de l'argent en ce moment. Donc on est vraiment en bout de système. C'est pour ça que la soupe est pleine, l'émission de la radio se moque de moi, que je dis que tout va se casser la gueule, je dis tout le temps ça. C'est que vraiment, il y a une logique de crack et de boom, et de crack et de boom depuis 98 qui va inéluctablement mener au plus grand, au crack qui va être vraiment... Et on n'a pas de réserve cette fois. Il n'y a plus de sauveteurs en dernier ressort, les États étant eux-mêmes sur le tapis. Eh bien, c'est sur cette note alarmiste que je vous propose de terminer ce débat. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose. Non, mais un autre système meilleur peut-être pourrait... Un système oui, il faut trouver une solution déjà. Parce que la prochaine crise, émerger, je suis d'accord, elle sera vraiment catastrophique. Alors on peut clore le débat. Ça fait 2h30. Oui. Hein, c'est long. Regardez la montre. C'est un marathon. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Alors... on était en compétition avec la course de l'escalade. Ah oui, mais vous avez bien remarqué que, voilà, ils auraient mieux fait de venir ici. Au moins, ils auraient transpiré pour quelque chose. Hein? Parce que le débat et la discussion, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi rarement, a été captivant. Merci. Captivant, passionnant. Merci. Votre participation était juste formidable. Encore une fois, merci aux intervenants, Étienne Chouard et Mireille Zaki. Ah, c'est trop tard, il y a une main qui se lève.
Désolé, mais on est un peu... Vous ne voulez pas trop? Est-ce que c'est un compliment ou une insulte? Oui. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer? Ah oui. C'est comme la banque VIR, la banque alternative, absolument. À la Nef en France. Oui, bon. Excellent. Merci. Sinon, juste encore deux petits mots, si vous le voulez bien. Un mot, c'est pour ce journal qui est financé uniquement par ses abonnés. C'est vraiment du financement par le bas. Il y a quand même des réalités concrètes. On discute, il y a des réalités concrètes. Il n'est pas financé par la publicité, ni par les subventions d'État, juste par les abonnés. Moi, je dirais presque, c'est une forme